Sauveur du monde libre pour certains, le plus grand criminel du XXe siècle pour d'autres, nous parlons d'un homme qui a signé un pacte de non-agression avec Hitler avant de jouer au héros antifasciste. Autant dire qu'aujourd'hui, ça sent plus le karma que jamais. Tonton Moustache, alias Staline, on reprend ça depuis le début. Iosif Vissarionovitch Doukashvili. En voilà un qui prend mon top 2 des prénoms chelous après Louis XIV. Alias Joseph Staline, ou Tonton Moustache pour Vox Chronica. Il est né le 18 décembre 1878 à Gori, dans ce qui était l'Empire russe à cette époque. Alors me sortez pas la Géorgie des USA, on est sur Vox Chronica, on va essayer de passer pour à peu près culturel. D'un père cordonnier, passablement alcoolique, qui abandonnera sa famille et sa mère couturière, qui le voyait déjà dans la prêtrise, au lieu de traîner dans les rues. Il obtient une bourse et commence des études dans des écoles qui ressemblent plus à Cayenne qu'à un séminaire. Il est finalement renvoyé en 1899. Et là, c'est deux salles, deux ambiances. Pour l'école, il était absent, il se présentait pas aux examens, il payait pas les frais de scolarité. Ou selon Tonton Moustache lui-même, pour activité politique. Dans la vérité vraie, prendre une autobiographie pour une source sûre, c'est juste une blague. On pense de nos jours que c'est surtout un mix des deux. D'un côté, il a commencé à se politiser, de l'autre, les résultats ont commencé à chuter et on a fini par le mettre à la porte. Tonton Moustache n'allait pas se vanter de ça, il a raccourci l'affaire en « j'étais militant politique camarade ». C'est quand même beaucoup plus vendeur au congrès du parti plutôt que « j'en glandais pas une ». Il s'ensuit des années de militantisme politique, il va de travail en travail, et on va pas se le cacher, l'Empire russe à ce moment-là, c'était pas plus Disneyland que ça le sera par la suite. À cette époque, il entre au POSDR, il y milite aux côtés d'un certain Lénine. Il organise des grèves et ira rapidement visiter la prison histoire de voir si j'y suis. Et j'y étais pas. Plus sérieusement, à l'époque, le POSDR, c'est un obscur parti marxiste minoritaire. Il n'était pas du tout le souci numéro 1 des autorités. Et le gros délire à l'époque, c'est surtout l'anarchisme, ni Dieu ni maître et tout le tintouin. Le marxisme va finalement exploser après la révolution de 1905. Alors la révolution de 1905, ça commence bien puisque celui qui va devenir Staline, il avait mieux à faire, il n'était pas là. La révolution de 1905 éclate après la défaite humiliante de la Russie face au Japon, déclenchée par le Dimanche Rouge où l'armée tire sur des manifestants pacifiques portant des icônes du tsar. Elle force Nicolas II à promettre une constitution et un parlement, tout en voyant naître les premiers soviets ouvriers qui préfigurent 1917. Et l'Empire russe, c'est souvent la même chose, on promet des trucs sous la pression et ensuite on n'applique pas. Si jamais ça vous rappelle quelqu'un, j'y peux rien. Staline, lui, avait mieux à faire pendant cet événement fondateur du bolchevisme russe. Il organisait des grèves, braquait des banques et visitait les prisons locales. Soit dit plus simplement, il avait un rôle tout à fait secondaire et loin des faits. Et Staline, lui, pour trouver des excuses a posteriori, il aura surtout tendance à dire que s'il n'était pas là, c'est qu'il avait mieux à faire ailleurs. Il continue ses braquages, son plus gros fait d'armes, 350 000 roubles. Alors les roubles de 1907, allez pas confondre avec les roubles d'aujourd'hui qui valent peanuts. À l'époque, ça fait une très belle somme. C'est ensuite vers 1912 qu'il va commencer à passer d'obscurs préposés au café à mec à peu près connu. Il est d'abord arrêté pour avoir collaboré avec la Pravda. Le journal est alors légal, mais censuré. Et le gros délire russe à cette époque, qui est toujours valable aujourd'hui, c'est que le journal en lui-même est autorisé, mais tout ce qui est autour est censuré. Alors qu'il vient de publier un article qui le fait passer pour un mec à peu près crédible, il est condamné à 3 ans de plumier. Il s'évade au bout d'un an, repris, on l'envoie en colonie de vacances en Sibérie. Et c'est pas encore le goulag stalinien, c'est surtout un exil loin de Moscou pour forcer les gens à se taire. De son exil, il s'ennuie, il perd lentement le contact avec les camarades restés libres et il se sent totalement abandonné par le parti. Donc grosso modo, c'est la déprime et l'oubli, qui devient plus tard une période d'études et de préparation à la Révolution où il se vengera de toute l'humanité. Quand en 1917 la Révolution signe la fin de l'Empire, il recouvre enfin la liberté. Il reprend son travail de rédacteur, aide Lénine à fuir en Finlande, mais reste globalement au second plan. Et d'ailleurs, quand on parle de la Révolution de 1917 en Russie, on parle pas de une révolution, mais de deux révolutions distinctes. La première de février 1917 qui met en place un gouvernement socialiste, mais qui n'arrête pas du tout la guerre, que Staline a loupé une fois de plus. La seconde, d'octobre 1917, menée par Lénine et Trotsky, qui déclenche une guerre civile qui va durer jusqu'en 1921. Et où Staline ne jouera absolument aucun rôle une fois de plus. C'est cadeau. Et le don principal de Staline à ce moment-là, c'est pas vraiment d'être un premier couteau ou un théoricien hors norme, mais de toujours retourner sa veste au même moment que Lénine, et en prime, dans le même sens. Et on peut dire qu'il revient de loin, car Lénine à ce moment-là, Tonton Moustache, il s'en secoue complètement. Ainsi, tantôt il l'estime pour ses prises de position, puis 2 ans plus tard, il a carrément oublié son nom. Staline lui sauve la vie, mais celui-ci le trouve tout juste utile pour les tâches ingrates. En bref, il le sous-estime totalement, ce qui va laisser le temps à Staline
pour accumuler du pouvoir. Ainsi, pendant la guerre civile, il attribue le moindre ennui aux saboteurs. Il déteste les ingénieurs ou les moindres spécialistes qu'il fait tout simplement exécuter. Oui, déjà. Il se heurte de plus en plus à Trotsky, qui lui assume une certaine forme de recyclage des talents. Il rassemble donc autour de lui tous les opposants, ainsi que certains de ses compatriotes. Ainsi, il noue des liens très proches avec la Tchéka, une police politique qui lui sera utile plus tard. En 1920, Staline va révéler un autre de ses grands talents, faire foirer une guerre, juste parce qu'il n'a pas envie. Cette année-là, Staline est envoyé sur le front de la guerre soviético-polonaise. Grosso modo, une Pologne soutenue par les Alliés qui veut récupérer son territoire perdu en 1917. De l'autre, une Russie bolchevique qui ne dirait pas non à faire de la Pologne une étape pour étendre le communisme au monde entier. Et au moment même où la Pologne est sur le point de perdre la guerre, Staline il va tout faire foirer. Autrement dit, Tonton Moustache détourne une division entière de l'attaque principale vers Varsovie et va plutôt prendre une ville secondaire dans la future Ukraine, à Lviv. Bilan des courses, les soviétiques perdent et il n'y aura pas de révolution communiste mondiale, juste car Staline, il voulait pas et puis c'est tout. Malgré une défaite cuisante à la limite de la fessée, l'air de rien, juste car un obscur commissaire politique a détourné une division tout entière, Lénine lui trouve une certaine utilité pour les basses besognes et le rappelle à Moscou. Comme quoi, dans le foirage, il n'est pas exigeant. Ainsi, quand Lénine l'appelle à Moscou, il est loin d'imaginer que Staline, lui, a un don assez particulier pour nouer les bons liens. Ainsi, en 1922, Tonton Moustache, qui a tout de même, à lui seul ou presque, fait perdre une guerre aux Soviétiques, et pas des moindres quand même, Tonton Moustache s'avère être très doué pour semer la zizanie partout où il passe, un peu comme dans Astérix. Il lui arrive aussi d'avoir une répartie à s'en taper le cul par terre. Quand Trotsky lui lance qu'il n'est juste qu'un bureaucrate, Tonton Moustache lui répond « tant mieux, parce que vous êtes rien du tout ». Le destin va alors sourire à Tonton Moustache, car si d'un côté il s'est joué sur le système bureaucratique en sa faveur, sans problème, d'ailleurs il s'est retrouvé secrétaire général tout simplement parce que personne d'autre ne voulait le poste, première boulette, la dégradation de la santé de Lénine va l'aider aussi. Staline va alors profiter de son poste pour filtrer tout ce qui parvient à Lénine. Il minimise la portée de ses opposants. Lénine, isolé du reste du monde par Staline, va l'écarter du pouvoir. Mais c'est beaucoup trop tard. Ainsi, à la mort de Lénine, et malgré un testament clairement anti-Staline, ce dernier peut sans trop souci empêcher la publication de celui-ci et continuer le ménage. Et c'est ainsi que le vieux poste tout pourri de secrétaire général que personne ne voulait est devenu dans tous les partis du monde entier le poste de grand calife, à cause de Tonton Moustache. Trotsky est finalement éjecté de la direction collégiale du parti, puis tout simplement de Russie, entre 1926 et 1929. Il le paiera finalement de sa vie. Son ennemi botté en touche, il va alors se mettre au travail pour écarter tous les autres opposants. Et là, tu vas voir que le système qu'il met en place va clairement te rappeler quelqu'un au pouvoir de nos jours. Déjà, le Parti communiste est une sorte d'État dans l'État. Il y a une aile droite, il y a une aile gauche, et Staline, lui, il est très bien au milieu. Une fois son pouvoir assuré, il va se lancer dans l'adaptation du système à sa guise. Ainsi, il annule tous les progrès de Lénine, lance la collectivisation forcée des terres, et si t'es pas d'accord, goulag, 30 000 morts et 2 millions de déportés. Et quand ça ne suffit pas et que les paysans résistent, le régime confisque les récoltes et laisse mourir les paysans. On appelle ça l'Holodomor et ça a fait entre 2,5 et 5 millions de morts. Juste car Staline, il n'aime pas la résistance. Et de toute façon, les paysans pour lui, ça sert à rien. Et vu que le grand nettoyage ne s'arrête jamais vraiment avec le camarade Staline, en 1936, il lance ses grandes purges. L'assassinat de Kirov en 1934 devient un prétexte à une terreur généralisée. Un grand nettoyage qui va durer des années. 90% de l'état-major de l'armée russe passe par les armes. Tant pis si la guerre couvre au niveau international. Les Alliés, qui avaient mis Staline au pouvoir, y passent aussi. En Sibérie, le système d'exil datant de l'Empire est transformé en goulag. On passe d'un système d'exil loin de Moscou à un système de travail forcé avec une forte mortalité. On parlera de 750 000 fusillés, 2 millions de déportés, dont 14% ne reviendront jamais. Et pendant que les purges battent leur plein assez joyeusement, qu'on applaudit Staline pendant 20 minutes de peur de faire partie de la prochaine fournée, un culte de la personnalité se développe, à grands coups d'affiches et de portraits géants. Et la parano de Tonton Moustache est à peu près équivalente au taux de répression. En 1928, il décide ainsi de faire de la Russie une puissance industrielle majeure, supérieure à l'Occident. Le tout en 10 ans, pas moins. Tout sera bon pour y arriver. Les déportés qui creusent le canal Staline, faisant pas moins de 25% de mortalité, Ford, General Electric, Krupp participent à l'industrialisation soviétique avec des résultats très significatifs. Et une fois le boulot terminé, on accuse les entreprises étrangères d'espionnage. Comme ça, on les fout dehors.
La purge fatale de 1937-1938, Staline a liquidé 35 000 officiers, dont 3 maréchaux sur 5, 13 généraux sur 15. L'armée rouge, privée de ses cadres expérimentés, n'est plus qu'une coquille vide, malgré son équipement moderne. Révélateur, la guerre d'hiver contre la Finlande 1939-1940 tourne au fiasco. L'URSS, censé écraser ce petit pays en quelques jours, perd 200 000 hommes contre 25 000 Finlandais seulement. Et une autre question, comment mobiliser un peuple dont une famille sur 3 a été touchée par des purges? Les dénonciations, arrestations nocturnes, déportations ont brisé la confiance sociale. L'économie est déséquilibrée, l'industrie lourde prospère, mais l'agriculture reste sinistrée. L'habitat est délabré, les biens de consommation inexistants. Et face à un tonton moustache allemand qui, lui, réarme depuis 1933, Staline se rend compte que l'URSS ne fera jamais le poids face aux nazis. Le pacte Molotov-Ribbentrop devient une fuite en avant diplomatique. Staline se croit plus malin qu'Hitler, pensant manipuler le Führer comme ses anciens rivaux bolcheviques. Erreur fatale, il sous-estime la détermination nazie et la rapidité de la victoire allemande sur la France. En livrant l'Europe de l'Est en partie aux nazis, il leur offre des bases avancées pour la future attaque de 1941 et les frontières de l'URSS se rapprochent dangereusement de Moscou. Du boliche, sinon poum poum Kalachnikov.